Bonjour et bienvenue dans Les Voix de la forêt, un podcast au plus près de celles et ceux qui vivent la forêt. On a tous un coin de forêt dans le cœur, cet univers qui abrite nos souvenirs d'enfance et nos cabanes, nos balades du dimanche, nos rires et nos silences. La forêt, c'est un lieu qu'on ressent. C'est aussi un monde vivant peuplé d'espèces végétales et animales, et d'activités humaines que l'on ignore souvent ou que l'on ne comprend pas toujours. Dans Les Voix de la forêt, nous partons à la rencontre de celles et ceux pour qui la forêt est un métier, une passion, une terre de savoir, de récits et d'émotions. Une forêt racontée à hauteur d'humain, les pieds bien ancrés dans l'humus, la tête perchée dans les arbres et les oreilles grandes ouvertes. Les Voix de la forêt, un podcast de l'ONF, présenté par Marine Jacquet. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver en ce début d'année dans un nouvel épisode des Voix de la forêt. Je me trouve ce matin dans la forêt domaniale de Fosse-Repose, à quelques kilomètres au sud-ouest de Paris. C'est l'hiver, le froid pique un peu, mais je suis bien emmitouflée sous plusieurs couches de vêtements. Comme le sol d'ailleurs, recouvert d'un épais et sublime manteau couleur ocre. Sous mes pieds, vous entendez ? Il y a plein de feuilles, celles que les arbres ont perdues récemment, des brindilles, des branches. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la litière. Et cette litière, elle est indispensable à la bonne santé de la forêt et même d'une certaine manière indispensable à nos vies. Parce que figurez-vous qu'ici, sous nos pieds, se trouve littéralement l'origine du monde. Ouais, rien que ça. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Marc-André Sellos, microbiologiste, botaniste, mycologue, professeur au Muséum national d'histoire naturelle, que j'ai le grand plaisir de retrouver ici, en plein cœur de la forêt. Bonjour Marc-André, merci beaucoup d'être avec moi ici en forêt. C'est toujours agréable d'être en forêt. Et bien justement, toi, qu'est-ce que ça représente pour toi la forêt ? Alors pour moi, la forêt, c'est sans doute l'écosystème le plus inspirant. Alors bien sûr, ça remonte à l'enfance où mon grand-père m'emmenait en forêt, où j'ai commencé à ramasser des champignons. Mais il y a plusieurs raisons à ça, qui sont des raisons que je peux objectiver a posteriori. Ici, moi, je peux voir des pathogènes de feuilles à différentes hauteurs, y compris à hauteur d'homme. Je peux me baisser et aller farfouiller dans le sol. Disons qu'il y a plus d'exploration, plus d'explorables au mètre carré, même si en termes de biodiversité, en fait, notamment végétale, c'est peut-être moins divers qu'une prairie. Mais tu vois, si j'ai dans une prairie, j'ai que 30 à 40 cm d'investigation. Pour moi, c'est pas assez. Moi, je vois que j'ai affaire là à un spécialiste parce qu'alors moi, si on me demande ce que ça me fait d'être en forêt, moi je dis ça fait du bien, je me ressource. Et toi, tout de suite, bah ouais, tu vois déjà moi ce que je vois pas. Mais enfin, j'éprouve aussi ce que tu éprouves de ce point de vue-là. Et c'est vrai que la forêt, il y a un côté rassérénant, et puis un côté promenade. Et puis alors, il y a aussi un dernier truc, plus qu'en prairie en fait, c'est la mangeaille. Tu vois, il y a un espoir de... Là, il y a un châtaignier, il y a un espoir de châtaigne, il y a un espoir de champignons, il y a un espoir de fruits rouges dans les clairières, même s'il ne faut pas les manger à cause de l'échinococose. Échinococose ? Un petit décryptage s'impose. Également surnommée la maladie du renard, l'échinococose peut être transmise à l'homme en mangeant des fruits, des baies ou des champignons infectés par un ver parasite. Il s'agit d'une maladie rare, mais grave, dont la contamination évolue très lentement dans l'organisme. Donc s'il est vrai qu'il est difficile de résister à la tentation de savourer directement nos petites cueillettes en forêt, ça vaut vraiment la peine d'attendre le retour à la maison et un bon nettoyage dans les règles. Donc il y a aussi un côté, une excitation alimentaire. Moi j'aime bien collecter, sans excès. Marc-André le cueilleur. Et en mycologie en particulier. Un des aspects positifs de connaître les champignons, c'est de savoir ce qui se mange. Même le dimanche, après que tout le monde ait ramassé les espèces les plus connues, il reste quelque chose pour le repas du soir. Allez, viens, je t'emmène, on continue la balade. Quand tu regardes la forêt, qu'est-ce que tu regardes toi en premier ? Alors, c'est vrai que moi, j'ai quand même beaucoup les yeux à terre. D'abord comme mycologue, parce que c'est là que je vais trouver des fructifications de champignons. Et puis, deuxièmement, comme pédologue, c'est-à-dire, moi, je m'intéresse au sol. Effectivement, à terre, je vois au moins sa surface. Je ne le vois pas dans toute son épaisseur. Mais... Et qu'est-ce qu'on voit là alors ? Pourquoi Déjà, on entend que quand on marche, ça fait du bruit. Ouais. Et ce bruit-là, tu l'as pas quand tu marches en prairie ou sur une pelouse. Ce bruit, c'est le bruit des feuilles mortes. Et ça, c'est une signature de l'écosystème forestier. La décomposition de la matière organique est plus lente. Il y a 3 à 5 ans de feuilles mortes. Et quand on va plus en dessous, alors là, il y a plutôt 1 an et demi, on voit ces feuilles blanchies. Sens-moi ça.
Ça sent... Les champignons? Bah oui, les autres champignons. C'est les champignons qui vont très lentement dégrader ça. C'est les champignons qui décomposent ces feuilles. Oui, c'est ça. Et donc cette décomposition est lente. Et alors, quand le sol est moins fertile, on a des feuilles en surface, parce qu'il y a un délai à la décomposition, et ça, c'est la signature de nos forêts. C'est marrant parce que tu fouilles le sol comme on ouvrirait un livre, et comme si c'était là que tout commençait. C'est un livre. Attends, je vais mettre mes lunettes parce que j'arrive pas à lire les livres sans lunettes. Plus sérieusement, en fait, toute la fertilité vient des sols. Le sol, les gaz du sol, les roches du sol, la matière organique du sol, tout ça va devenir de la fertilité. Et est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi le sol, donc c'est un fertilisant, mais ça joue un rôle aussi donc, pour la qualité de l'air, de l'eau? Oui, là tu vois, quand je prends ce morceau de sol là, il y a plein d'eau dedans. Mais c'est de l'eau qui est retenue parce qu'elle ne va pas s'écouler, même si tu vois. Si je faisais ça avec de la salade, là, tu vois, je suis en train comme si j'essorais la salade avec les mains. Il n'y a pas d'eau qui sort. Donc le sol, c'est ce qui reçoit l'eau. Les plus gros trous ménagés par la vie des vers de terre ou la mort des racines permettent l'entrée de l'eau. Et les plus petits trous, les trous liés au déplacement de bactéries, à la mort d'une petite amibe ou d'une petite racine, retiennent l'eau par capillarité. Cependant, l'eau va se retrouver filtrée d'une double façon. D'abord par la porosité du sol qui retient les particules que la pluie a pu entraîner, mais aussi par l'activité microbienne. Et donc l'eau qui va ensuite être restituée soit aux plantes, soit aux rivières, soit aux nappes phréatiques, et donc l'eau que tu bois, eh bien, elle est à la fois filtrée par la porosité du sol et par la vie du sol. Alors ça ne veut pas dire que dans certaines conditions, notamment dans des conditions agricoles ou industrielles où on a saturé les sols de polluants, les polluants finissent pas par passer dans l'eau et te polluer toi, et les autres écosystèmes où va l'eau, mais à la base quand même, c'est un épurateur. C'est ce qui stocke et épure l'eau, le sol. Donc c'est encore la vie du sol qui fait ça, tu vois, comme la fertilité. Eh bien on continue. Il y a combien d'espèces de champignons Alors, en forêt, en France, on compte plusieurs dizaines de milliers d'espèces de champignons. On dit souvent, à la louche, 40 000 espèces. On les connaît pas tous? En fait, c'est les espèces qu'on connaît, et c'est surtout celles qui font leur sport dans des gros organes massifs. Mais tout ça ne préjuge pas des champignons qui font leur sport en vrac n'importe où et qu'on ne voit jamais, même au moment de reproduction. Et moi, il y a un truc qui me fascine. Nous, on étudie au laboratoire les champignons des sols, ou du bois, ou dans les plantes, ou dans les feuilles. Et on extrait l'ADN, en fait. Et on séquence. C'est-à-dire qu'on regarde la composition de l'ADN, et on dit, voilà, il y a telle et telle espèce. Et en fait, il en sort tout le temps. Inévitablement, dans les séquences, il y a une dizaine ou une vingtaine de séquences qui n'ont pas été décrites, qui n'ont jamais été vues dans le monde auparavant. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, sur le nombre total de champignons à l'échelle globale, on ne sait pas si c'est 3 ou 30 millions d'espèces. Moi, je pense que c'est plutôt 30 millions. Ça s'arrête jamais. C'est un abîme de biodiversité. Faut arrêter de penser que la biodiversité, c'est des plantes et des animaux. 500 000 espèces de plantes, peut-être 3 millions d'espèces d'animaux. Le monde est microbien. Et les champignons sont sympas parce que c'est des microbes, ils sont invisibles au jour le jour. Mais ils nous font un signe dans le visible pour certains d'entre eux quand ils se reproduisent. Et moi, c'est comme ça que je suis devenu microbiologiste. J'ai été happé dans l'invisible de la vie microbienne parce que je m'étais intéressé petit aux organes reproducteurs des champignons. Disons que les champignons mènent à tout. Bon, pour le commun des mortels comme moi, les champignons, c'est surtout dans l'assiette, pour le plaisir du goût et des bonnes recettes maison, souvent après une bonne petite balade en forêt. Mais ce qu'on ignore, c'est leur super pouvoir pour la vie sur Terre. En fait, les plantes et les champignons travaillent ensemble depuis des centaines de millions d'années. Pour faire simple, les plantes absorbent le carbone dans l'air, fabriquent des sucres, les donnent aux champignons, et en échange, les champignons leur apportent des nutriments essentiels comme l'azote et le phosphore, indispensables à leur croissance. Une sorte d'alliance sacrée, de pacte invisible dont on est tous, les humains et la nature, bénéficiaires. Donc toi, comme Obélix pour la potion, t'es tombé dans les champignons et dans le sol tout petit? Exactement. Ah bah oui, j'avais 12 ans. Ça. C'était mon prof de SVT qui avait dit, on disait sciences naturelles à l'époque, il nous avait dit de ramener des champignons pour le cours suivant, et moi j'avais trouvé ça génial, et j'ai commencé à les identifier. À 12 ans. À les étudier, à suivre d'année en année certains polypores justement sur du bois pour voir combien de temps ils vivaient. Moi, c'est une passion d'enfance. Et puis petit à petit, j'en suis venu à me demander comment ils vivaient. Et comme chercheur, j'ai travaillé sur l'écologie. Oh, regarde, là, il y a un... Alors ça, c'est pas normal. Je suis sur un bouleau et j'ai un Fomitopsis pinicola, un champignon qui normalement pousse sur le pin. Ouais. C'est pas du tout l'espèce habituelle.
Bon, c'est un parasite qui a réussi à attaquer et tuer, puisque là, tu vois, il est cassé. C'est sur le tronc abattu qu'on voit ce champignon. Il a réussi à infecter quelque chose qui n'est pas son hôte habituel. Et alors, pour la vie du sol, le vieux bois, le bois mort, c'est important. La mort, c'est la vie. La mort, c'est la promesse d'un recyclage. Donc, il y a déjà cette chose. Mais deuxièmement, la mort des uns, c'est la vie des autres. Regarde, ici, bien sûr, c'est lui, ce Fomitopsis là, qui a tué cet arbre. Bon. Mais il est en train de vivre de la mort de cet arbre. Et si maintenant, Alors, on va donner un coup de pied là-dedans, attention. C'est un boulot, ça. C'était un boulot. C'est bien plus qu'un boulot, justement, maintenant. Regarde, on voit très bien, dans le bois mort, tu vois que c'est un bois qui est en train de pourrir, d'ailleurs. Il sent le champignon. On voit des galeries dans lesquelles il y a plein de petites boulettes. C'est des petites crottes d'insectes xylophages. Ils sont dedans, là, les insectes ? Ils sont passés, là. Ils avancent comme une foreuse. Ils ont une bouche qui est en avant du corps, et la bouche, c'est comme les tunneliers, tu sais, pour creuser des tunnels. Ils mangent du bois, ils le broient, et ils font caca du bois broyé. Et là, tu te dis, mais regarde, effectivement, ce qui est broyé ressemble à ce qu'il y a en dehors. Tu vois, c'est la même chose que ce qu'il y a sur les côtés, mais broyé. Alors, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont mangé ? Et en fait, l'histoire, c'est que les insectes xylophages, c'est-à-dire xylo, le bois, phaga, manger, qui mangent du bois, c'est un mythe. Puisque tu le vois, ils font caca du bois pas digéré. En fait, ce qu'ils digèrent, c'est les microbes et surtout les champignons, ici, que tu as senti, qui digèrent le bois. En fait, ils sont mycophages. Donc, tu as un champignon qui attaque le bois mort, parce que dans le bois mort, la partie dure, la lignine, il n'y a que eux qui peuvent digérer ça. Mais en fait, dès qu'ils sont installés, il y a d'autres organismes qui ne pourraient pas manger le bois, mais qui peuvent manger les champignons qui s'installent. Et ça va plus loin. Quand tu entends un pivert qui tape sur le bois, souvent mort, pour aller chercher des insectes, en fait, indirectement, il mange des champignons. Tu vois la chaîne trophique arbre mort, champignons, insectes du bois mort, épivert. Et tu as vu que tout ce qu'on a vu, on l'a vu sur moins d'1 mètre carré. Ouais. Et en fait, tu peux faire 2 heures sur 1 mètre carré. Et on n'a même pas été au couteau voir en profondeur ce qui se passait. Et bien justement, quand je prends ça dans ma main, là, Oui. j'ai quoi, là Tu as plus d'un gramme de sol. Tu as plus d'un gramme de sol. Donc, et du sol de surface. Donc là, tu as sans doute un bon millier d'espèces de bactéries, parce qu'on est en forêt, et autant d'espèces, un bon millier d'espèces de champignons. Donc quand tu me donnes ce chiffre-là, des milliers d'espèces, des milliers de bactéries, des milliers de champignons, ça veut dire qu'il y a plus de biodiversité dans le sol que là, autour de nous, là, quand on lève les yeux. Dans la partie aérienne, oui. En fait, déjà, en termes de biomasse, on compte que dans le sol, la masse vivante dans le sol, racines comprises, c'est entre autant et 1,5 fois plus que ce qu'il y a en surface. Il y a notamment, pour la plante, ce rapport de 1/3, 2/3, 1/3 sous terre, 1/3 aérien. Alors, on ne le voit jamais parce que quand le vent abat un arbre, il n'y a que les grosses racines qui viennent. Mais en fait, la masse racinaire, elle est aussi faite d'énormément de racines fines qui explorent le sol. Et donc, on méconnaît, parce que les racines fines restent dans le sol, que 1/3 de la masse de la plante est souterrain. Mais il n'y a pas que ça. Il y a effectivement du champignon, des bactéries, quelques amibes, quelques animaux aussi. Et ça fait une biomasse au moins égale à ce qu'il y a en surface. En fait, la vie d'écosystème terrestre, elle est au moins en moitié, sinon plus, sous terre, ce qui fait que les écosystèmes terrestres, c'est avant tout sous terre. Et ça, c'est aussi important, parce que quand on dit que la forêt stocke du carbone, tout le monde pense au tronc. Il y a aussi les racines, et en fait, plus de la moitié de la matière organique est stockée sous le sol. Donc, quand on pense aux fonctions climatiques de la forêt, de stockage de carbone, eh bien, en fait, on pense aussi au sol. Ça se passe à nos pieds. En fait, c'est vraiment les coulisses du vivant, le sol. Et nous, je dis souvent qu'on est comme des poux. Tu sais, c'est les poux qui se baladent sur un cuir chevelu et qui regardent le cuir chevelu un petit peu dessoimé et les poils qui sortent. Et il y en a un qui dit à l'autre, « C'est beau un homme ». Et bien nous, quand on se balade en forêt, on regarde les troncs et puis il y a quelques feuilles à nos pieds, et ah, c'est beau une forêt. Mais non, la forêt, c'est dessous, aussi et surtout. Mais alors, grâce à ce qu'on voit là, toute cette richesse qu'on voit, ça veut dire que les sols ici, les sols forestiers, ils sont en bonne santé par rapport aux autres sols ? Les sols forestiers, ils sont en bonne santé, oui,
mais on peut faire mieux. Alors oui, parce que ici, tu comprends, on n'utilise pas de pesticides et on ne met pas d'engrais. On ne met pas d'engrais parce que les feuilles se décomposent. Donc elles vont relâcher de l'azote, du phosphate. Tu es obligé de mettre de l'engrais quand tu récoltes. Alors nous, en forêt, on récolte que du bois, c'est du carbone, c'est bon. Ici, pas besoin de pesticides. C'est pas que les arbres ne soient pas des fois malades. Tu vois, par exemple, ces arbres-là qui sont attaqués par des polypores, ils sont malades. Mais on n'a pas les moyens en foresterie, vu le rapport, d'utiliser des fongicides pour tuer les champignons qui vont agresser les arbres. Bon. Ce serait catastrophique pour la forêt. Ça. Donc ce sont des sols qui sont en bon état de ce point de vue-là. Ce sont des sols qui s'érodent très peu, ce sont des sols qui stockent beaucoup d'eau et qui dépolluent bien l'eau. Après, dans nos pratiques forestières, il y a des pratiques qui sont issues de l'époque où on a pensé améliorer la gestion de la forêt en imitant l'agriculture. Et en gros, c'est les méthodes qui consistent à avoir une seule espèce, genre que du hêtre ou que du chêne ou que du pin. Et là, typiquement, dans cette parcelle, c'est pas le cas. Et oui, comme le dit Marc-André Sellos, dans cette zone forestière où l'on se trouve, ce n'est pas le cas, on est bien loin de la monoculture. Ici, on voit des châtaigniers, des hêtres, du charme, des chênes. Une variété d'essences forestières, donc, qui est essentielle à la bonne santé de la forêt, parce que plus la forêt est diverse, plus elle est résiliente, parce que cette richesse offre plus de biodiversité et plus de vie nécessaire à l'équilibre des écosystèmes. Diversité des essences, variété des modes de sylviculture, c'est ce que les forestiers de l'ONF appellent la forêt mosaïque. Parce qu'effectivement, tu produis plus de chêne si tu n'as que du chêne. Tu produis plus de châtaignier si tu n'as que du châtaignier, ok. Mais tu as une plus grande sensibilité aux maladies parce que les individus sont à touche-touche, les maladies se propagent mieux. Et puis, en cas de stress, tout le monde ayant le même âge et tout le monde étant de la même espèce, ce stress, ça peut être une maladie ou un problème climatique, la forêt est plus fragile. Et puis ensuite, pour revenir au sol, au moment de la coupe à blanc, c'est quand même un stress pour tous les organismes du sol qui vont se retrouver sans quelques arbres. Alors, ça ne me gêne pas qu'on coupe des arbres. D'abord parce qu'on a besoin de bois. C'est bien gentil de dire que c'est mal de couper les arbres, mais si vous avez le cul sur une chaise en bois, bon. Et on a besoin de bois sourcé dans des forêts entretenues de façon durable, ce qui est le cas des forêts européennes. Donc on a besoin de ça. La question, c'est comment on gère la forêt pour être, sur la durabilité du système, et là des forêts irrégulières en âge et d'essences mélangées, c'est plutôt mieux. Et deuxièmement, qu'elles remplissent ces forêts les autres fonctions de la forêt. Ces autres fonctions, c'est stockage de carbone, c'est qualité de l'eau, c'est accueil du public et le plaisir de se balader. Ce qu'on appelle dans le jargon la multifonctionnalité des forêts. Exact. Et une analyse récente de ce que rapporte la forêt montrait que la production de bois, c'est un tiers du total. La valeur que l'on peut donner aux fonctions écologiques de la forêt, c'est un autre tiers. Et l'ensemble des aspects culturels et de divertissement et d'activité, c'est encore un autre tiers. Et donc une forêt bien gérée, c'est une forêt qui gère aussi les autres fonctions. Alors, on parle de diversité des essences, mais avec l'accélération du changement climatique, il y a aussi la sécheresse qui rend les sols beaucoup plus fragiles. Alors la sécheresse, oui, qui rend les sols plus fragiles, et puis les arbres. Bon, c'est vrai que l'évolution du climat l'a fait qu'en une dizaine d'années, on a vu diviser par deux la capacité, la photosynthèse de la forêt française, et puis on a vu la mortalité augmenter de 80% sur 2013-2021, très exactement. Ça, c'est les données de l'IFN, l'inventaire forestier national, nous montrent une forêt qui n'est pas en si bonne santé que ça, et qu'il faut aider à s'adapter en choisissant mieux les essences, en faisant peut-être remonter quelques essences du sud ou du sud-est. Donc on a aujourd'hui des défis pour aider la forêt à s'adapter. C'est des défis doubles. Le premier, c'est arrêter le changement climatique, parce qu'adapter la forêt, si le changement continue, c'est un petit peu comme éponger parce qu'on a une inondation chez soi avant d'avoir bouché le trou. Et puis le deuxième défi, c'est une fois que le climat a changé, et là il a au moins changé en partie assez irrémédiablement, eh bien aider la forêt à s'adapter, oui. Donc, alors ça veut dire un truc, c'est qu'on a besoin de gérer la forêt. On n'est plus, nous, sur des forêts qui sont complètement autonomes. On est rentré dans un cycle où il y a quand même le forestier derrière la forêt. Alors en parlant de forestier, moi j'avais envie de te présenter quelqu'un, Marc-André, parce que là on parle de l'état de la forêt, de la gestion de la forêt, du défi climatique aussi et de la nécessité de diversifier les essences pour que ces forêts soient résilientes et que les sols soient en bonne santé. À l'ONF, il y a des chercheurs aussi qui travaillent, département recherche, développement et innovation, et on a aussi, nous aussi, notre spécialiste des sols, qui est Noémie Pousse,
Et ça fait des années qu'elle travaille à l'office pour protéger les sols. Bonjour Noémie. Bonjour. Bonjour. Noémie, qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est quoi tout ce matériel? Alors je suis en train de faire un petit trou avec une terrière pédologique qui est un instrument métallique qui permet de prélever des petites carottes de sol. Et après, je reconstitue mon profil de sol sur l'ensemble de la profondeur qu'on a prélevée. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un sol qui effectivement est très foncé en surface, là sur les 10-15 premiers centimètres, qui après s'éclaircit. Et vers le bas du profil, à partir de 40 cm de profondeur, on voit des petites taches ocre et blanches. Et ça, c'est un témoin de l'asphyxie, de l'absence d'oxygène, une partie de l'année. Donc l'eau, elle s'écoule très rapidement au début, puis là, elle est freinée, donc ça fait un petit bouchon, comme quand on passe d'une 3 voies à une voie en voiture. Là, ça fait un petit bouchon. Donc ça, pour moi, c'est un indicateur assez précieux. Notamment, je sais qu'à partir de 40 cm de profondeur, le châtaignier, il est moins à l'aise. Il aime pas trop cette asphyxie-là. Le chêne est plus à l'aise avec l'asphyxie. Donc là, on peut se dire que pour le châtaignier, il a surtout 40 cm de sol sain, non asphyxié, qui vont lui permettre de bien pousser, mais au-delà, pas trop. Et donc, forcément, la rétention en eau sur 40 cm, ça peut devenir limitant avec les sécheresses qui Et ça explique l'état sanitaire de cette parcelle où quand même il y a beaucoup d'arbres qui sont pas en très bonne forme. Qui sont pas en très bonne forme, ouais. Donc ça veut dire le fait de savoir de caractériser ce sol, ça va permettre après d'imaginer des essences qui, elles, seraient plus adaptées à un sol comme ça. Exactement. Et tu sais, toi, les essences là qui iraient bien? J'ai pas fini mon diagnostic. Donc mon diagnostic, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir un peu quelle est la texture, quelle est la composition du sol. Donc Marc-André a beaucoup parlé de la matière organique, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les sables, les argiles, les limons. Il y a un mélange de tout ça. Et donc pour savoir quelle classe de texture j'ai, il faut que j'écoute. Alors là, vous entendez peut-être pas, mais ça crisse à l'oreille. Donc quand ça crisse à l'oreille, je sais que j'ai pas mal de sable. Mais effectivement, ces sables-là, ils sont très fins. Je peux le voir en mettant un peu d'eau. Je vois que tout de suite, ça donne de la boue. Et cette boue, ça a un comportement un peu plus de limon. Il peut se transformer assez vite en boue. Et c'est ce qui fait qu'il est moins praticable. Qui fait que quand on vient avec une machine et qu'on est en plein hiver, là, ça va assez vite orniérer. Et ça va assez vite dégrader la praticabilité. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de circuler toujours au même endroit. Cet endroit-là, on appelle le cloisonnement. C'est une voie dédiée à la circulation qui est d'une certaine manière sacrifiée. Et pour que ces voies dédiées à la circulation restent, en gros, que ça représente le plus petit pourcentage possible de notre surface productive, il faut que ces voies de circulation restent pérennes. Donc on met des chevrons sur les arbres pour dire l'engin, il doit toujours circuler là. Et la deuxième chose, c'est circuler quand le sol est praticable, puisque si on circule quand ce sable est gorgé d'eau, l'engin il s'enfonce, il ornière, et quand on ornière le sol, on imperméabilise le sol. Abatteuses, débusqueurs, porteurs, broyeurs. Depuis plus d'un siècle, les machines ont changé la façon de travailler en forêt. Elles circulent sur des chemins bien précis, ces fameux cloisonnements, comme Noémie vient de nous l'expliquer, et ont rendu l'exploitation à la fois plus efficace et plus sûre dans un métier qui reste très accidentogène. Elles soulagent les ouvriers, permettent d'intervenir plus rapidement et donc de limiter le dérangement pour la faune et la flore en tenant compte des périodes sensibles comme la nidification ou l'état des sols. Mais ces machines ne sont pas toujours la bonne solution. Quand la terre est trop humide, l'ONF interdit le passage des engins pour éviter d'abîmer les sols. Dans ce cas-là, d'autres techniques prennent le relais, comme le débardage par câble-mât, un système aérien que développe l'ONF depuis 2020 et qui permet de sortir les bois sans machine à l'intérieur de la zone forestière concernée et de mieux préserver ainsi les écosystèmes. Donc on essaye de trouver un compromis entre les besoins humains en bois, qui est quand même un écomatériau assez sympa, et cette mécanisation qui nous permet de récolter avec un risque pour les exploitants forestiers qui est quand même moindre. Donc en fait, grâce à toi, tes analyses, ça va permettre d'orienter les choix après de la gestion forestière en fait. Oui, par rapport au tassement, par rapport au choix des essences, essayer de trouver des essences qui soient quand même adaptées à cet engorgement, à cette asphyxie, à cette petite rétention en eau. Tu savais toi, Marc-André, qu'il y avait ce travail sur l'analyse des sols par rapport à la gestion forestière, ou c'est quelque chose là que tu découvres quand on entend Noémie C'est un truc que tu connaissais? Non, mais toi moi j'ai été un élève de l'école forestière à une époque, et donc je sais que les forestiers sont très attentifs au sol. Ils l'étudient beaucoup dans la détermination des capacités, des potentiels des stations forestières
beaucoup plus que d'ailleurs les agriculteurs, qui eux ont tendance à forcer une culture par des intrants n'importe où. On n'essaie pas en foresterie de forcer le talent de la parcelle. Donc là, Noémie, une fois que tu as fait tout ça, qu'est-ce que tu fais de ces données-là? Tu les mets sur un petit bloc-notes? Et non, avec INRAE, on a développé une application qui s'appelle Foreval et dans laquelle on peut saisir notre relevé de sol. Alors on fait soit un diagnostic de gestion durable ciblé pour par exemple l'export des branches ou le tassement ou l'érosion ou le réservoir en eau utilisable, soit on fait un relevé de sol complet. Et à la fin, une fois qu'on a saisi toutes nos données du sol, là il nous fait des diagnostics simplifiés, donc qui sont plus accessibles pour le gestionnaire forestier. Et Marc-André, il peut télécharger l'appli et oui, alimenter. Super, ça. Moi, je connaissais pas du tout. Et donc, on peut, quand on est sur un site, avoir toutes les données qui ont été accumulées sur le site, s'il y en a. Donc, cette application permet de faire de la science participative, c'est-à-dire qu'on peut choisir, nous, en tant que forestier, d'envoyer nos données vers le GIS-Sol, le groupement d'intérêt scientifique sur les sols, et la base de données nationale sur les sols qui est DONSOL. Est-ce qu'on peut avoir accès aux données brutes? En tant que scientifique, oui. En tant que forestier, non, on peut pas avoir accès à toutes les données puisque il y a quand même 75% de la forêt qui est privée. C'est très bien ça. Je vais télécharger tout de suite. Alors, on voit l'importance de la science pour connaître les sols, pour les protéger, parce que c'est l'origine du monde, rien que ça. On voit l'importance des forestiers, des chercheurs pour faire les bons choix, l'importance aussi des politiques pour décider aussi de protéger ces sols. Est-ce que, à notre échelle, est-ce que les auditrices et les auditeurs qui nous entendent, ils peuvent avoir un rôle à jouer aussi, eux, à leur niveau, pour protéger les sols, Marc-André? Je pense que déjà, il ne faut pas laisser de plastique, parce que c'est ça qu'on risque de laisser en forêt. Il ne faut pas non plus, dans les écosystèmes forestiers, laisser trop de déchets organiques, parce qu'on se dit, oui, les restes de pique-nique, ça se décompose, mais ça crée des différences de fonctionnement du sol. Donc, en gros, d'une façon générale, on ramène ses ordures. Et ça, je suis désolé, mais quand on se balade en forêt, on voit très bien que tout le monde ne l'a pas fait. Noémie, est-ce que toi, tu as un petit conseil à donner aussi en forêt? Il me semble qu'il y a aussi une question, on parlait de tassement des sols. Ah oui, on reste sur les chemins quand on est en forêt, s'il vous plaît. C'est très très important par rapport au tassement. En fait, tout ce qui est champignons, bactéries, vers, tout ce qui vit dans le sol est extrêmement sensible au tassement. Donc voilà, les chemins sont faits pour ça. Ok, donc on reste bien sur les sentiers. Ça marche. Merci Marc-André. Mais merci. Merci Noémie. Merci. Bon, alors ce qui est sûr, et j'espère que ce sera pareil pour vous, c'est qu'après cette magnifique plongée dans le visible et l'invisible, je ne regarderai plus jamais le sol pareil et je baisserai encore plus les yeux en marchant dans la forêt. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, on peut retrouver les livres de Marc-André Sellos dans les bonnes librairies de France et aussi un très bon roman graphique de Mathieu Burnat, Sous terre, réalisé avec le concours scientifique de Marc-André. Pour en apprendre plus sur le travail de Noémie et l'action menée en forêt publique pour protéger les sols, rendez-vous sur onf.fr. Je mettrai les liens dans la description du podcast. Et bien voilà, on se quitte en ayant bien en tête donc que le sol est vivant, fragile et qu'on peut aussi tous faire un geste, un pas pour protéger les forêts. Parce qu'il en va aussi de notre santé en tant qu'humains. Merci d'avoir écouté Les Voix de la forêt. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le faire savoir et à partager cet épisode autour de vous et à nous laisser des commentaires, vos retours seront précieux. Un grand merci également à toute l'équipe de réalisation de ce podcast, Louise Bonte, Cesprod, le studio du Petit Pont, sans oublier mes complices Juliette Lécureuil et Mao Delattre. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour le 3e épisode et d'ici là, rendez-vous en forêt sur les réseaux sociaux de l'ONF, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube et sur le site onf.fr. Les Voix de la forêt, un podcast de l'ONF au plus près de celles et ceux qui vivent la forêt.